l'étude va être faite donc par Paola Joubaro, qui est sociologue au CNRS, et dans la même équipe que Viviane, et qui va nous parler des humains derrière la fenêtre. Merci Christine et merci aux organisateurs, au Centre d'Alembert et à vous tous et toutes d'être là. Donc moi j'avais commencé à réfléchir à cette question de la sélection comme moi je peux la voir et je me suis dit que quoi de mieux de se rattacher, oui bien sûr, à des débats qui sont courants actuellement, mais aussi à une thématique qui est celle de la sélection pour les études à l'école, qui a été déjà abordée dans le cadre de ces séminaires. Et en fait, je suis allée retrouver un cas qui est quand même connu, où c'est l'un des premiers cas connus de biais algorithmique, où une sélection opérée par un algorithme a été mise en place. Donc on est à Londres, à une école médicale, à l'hôpital Saint-Georges. On est au début des années 80. Et là, ils ont beaucoup de candidatures à examiner chaque année. Et en fait, ils pensent, pourquoi pas automatiser la présélection des dossiers avant de passer à la phase de l'entretien avec les candidats. Ils construisent un algorithme, ils le testent, ils trouvent que c'est très proche, ils font des choix qui sont très proches de celles que font, des choix que font les humains, les recruteurs humains. Et finalement, ils le lancent, ils le mettent en place. Gros gain de temps, il se trouve que quelques années plus tard, il est prouvé qu'il y a un biais systématique contre les femmes et toutes les personnes d'origine, en fait, dont les noms trahissaient une origine non européenne. Et ça a été le premier cas, en fait, où une question qui est très d'actualité aujourd'hui a émergé dans les discussions. Et donc, je me suis dit, on peut peut-être partir de là pour aller réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui et aux origines, en fait, et au problème d'élargir un peu cette question de la sélection par rapport aux algorithmes et aux big data. Donc, où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quand même des algorithmes, des modèles qui sont bien plus sophistiqués que dans les années 80. On a avancé, mais on sait que ces questions n'ont pas disparu. Alors, je commence par un exemple qui peut paraître un peu futile. C'est un concours de beauté lancé en 2016, où en fait l'idée était surtout de faire un challenge pour des robots, des programmes qui auraient dû sélectionner les visages les plus beaux. Et donc il y avait un double appel à des gens quelconques de se prendre un selfie et envoyer leurs photos avec certaines règles générales, et puis à des programmeurs d'envoyer leur programme pour faire la sélection. Et puis ils les ont fait interagir entre eux. Ils sont arrivés à une présélection par groupe, par genre et groupe d'âge. Et en fait, le truc qui a apparu assez clairement, c'est que dans tous les groupes d'âge, hommes et femmes, en fait, la grande majorité, la très très grande majorité des gagnants étaient des blancs, avec quelques asiatiques, et voilà tout. Et donc, du coup, la question s'est posée, comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a un problème? Alors, vous me direz, bon, le concours de beauté, à la limite, c'est pas grave, hein, tant pis, mais il y a des cas plus troublants, et je me réfère encore une fois à des grosses questions qui ont émergé ces dernières années, même si certaines sont contestées. Il y a le fameux rapport de l'agence de presse en ligne ProPublica de 2016 sur le biais qui serait systématique du système de police prédictive utilisé dans différents États aux États-Unis, qui en fait noterait comme appui au risque donc il s'agit là de décider, c'est un algorithme qui aide la police à décider quels prisonniers libérer et lesquels sont à plus haut risque au cas où ils seraient libérés. Et apparemment, le problème est que en fait, si les Noirs, un risque plus élevé est attribué presque systématiquement en noir plutôt qu'au blanc, ce qui ne correspond pas forcément, selon le rapport de l'agence, à leur taux de récidive constaté quelques années plus tard.
Alors après, tout cela est contesté. C'est pas, enfin, il y en a qui ont dit que les analyses statistiques étaient en fait pas précises, mais enfin, c'est quelque chose qui a fait discuter sur la question est-ce qu'un algorithme peut être biaisé, est-ce qu'il peut traiter des gens différemment, non pas sur la base des raisons en fait pour lesquelles il est fait, c'est-à-dire des vrais facteurs de risque, mais des choses qui a priori n'ont rien à voir, type le groupe ethnique. Il y a aussi des cas qui ont fait discuter sur le traitement des femmes. Alors apparemment, l'an dernier, il a été découvert qu'un algorithme de recrutement, de présélection des dossiers utilisés par Amazon discriminés contre les femmes. Et il a été, enfin, ils ont arrêté de l'utiliser, même si, bon, après, ils disent qu'ils n'utilisaient pas que ça, donc c'était un outil comme d'autres. Un autre cas qui est, par contre, lui, documenté dans un article scientifique qui découvrait que Google faisait apparaître, dans son moteur de recherche, faisait apparaître des annonces des postes bien rémunérés, surtout à des usagers hommes et pas tant que ça à des usagères femmes. Autre cas, c'est un ouvrage de l'année dernière qui étudie l'automatisation des systèmes de welfare, donc des aides sociales dans différents États des États-Unis, où c'est décentralisé, donc il faut aller regarder au cas par cas. Et en fait, elle trouve que si l'objectif, c'est Virginia Eubanks, elle trouve que si l'objectif général, c'est une réduction des prestations pour baisser les coûts, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, la plupart des décisions sont très fortement biaisées à la défaveur des plus pauvres, et des plus vulnérables. Ce sont tous des cas, si vous voulez, où on peut discuter sur la pertinence, la véridicité, où on en est vraiment, mais qui font apparaître un problème, c'est-à-dire pourquoi on a quand même raison de se poser la question s'il n'y a pas une sélection justement qui est faite pour être libéré ou pour être recruté ou pour recevoir de l'aide sociale, et est-ce que cette sélection qui est faite à l'aide plus ou moins exclusive d'un système automatisé, est-ce qu'elle est équitable ou est-ce qu'elle suit des critères qui ne sont pas forcément ceux qui se rapprochent de nos valeurs. Et donc le gros problème, et ce que tout le monde va nous dire, c'est que aucun algorithme n'est programmé pour discriminer explicitement, mais c'est un ensemble de choses qui font en sorte que ça peut arriver. Et ça peut être arrivé dans ces cas, ça peut être arrivé dans d'autres cas. Et en fait, la complexité réside dans le couplage entre algorithme et données. C'est en fait la qualité des données d'où l'algorithme apprend qui après va déterminer quels sont les résultats qu'on observe. Donc, en l'occurrence, dans le cas du concours de beauté, le fait qui a été reconnu, y compris par les organisateurs, c'est que les photos sur lesquelles l'algorithme avait été entraîné, il y avait principalement des visages blancs, et du coup, quand la machine s'est vue arriver des visages d'autres types, elle avait du mal à les caser. Là aussi, des fois, vous avez un problème qui est qu'il y a un processus générateur des données dans la réalité qui est déjà inégalitaire et qui, en fait, est reproduit tel quel par l'algorithme. Donc, si dans un système de recrutement d'examen des dossiers de candidature pour des postes, par exemple, si l'hôpital a toujours préféré des hommes à des femmes, l'algorithme va apprendre que c'est mieux de recruter des hommes que des femmes, et donc va reproduire ce comportement inégalitaire qui, en fait, était déjà là, mais qui était peut-être pas si visible que ça, ou dont les recruteurs eux-mêmes ne se rendaient pas forcément compte explicitement à l'époque. Et puis, il y a le problème des variables non observables. Justement, il y a des fois des faits qui peuvent avoir un effet sur la décision finale, mais qui confondent la relation. Justement, c'est quand on n'a pas de causalité bien établie ou qui ne sont pas observés. Donc, du coup, est-ce que les prisonniers
d'une certaine origine ethnique plutôt que d'une autre ont une propension différente à récidiver. Est-ce que ça dépend de leur origine ethnique ou du fait que certains groupes résident peut-être dans des quartiers plus défavorisés, sont plus pauvres, ont moins d'accès au marché du travail, etc. Et donc, en fait, c'est ces autres facteurs qui jouent et qui affectent les différents groupes sociaux différemment. Mais ce n'est pas le groupe ethnique en lui-même qui joue. Sauf que si on n'a pas les instruments pour le voir, on ne le voit pas. Et c'est là qu'on peut se tromper. Il y a aussi un problème, et c'est toute la littérature qui se développe aujourd'hui sur la transparence, qui est que les algorithmes qui sont les plus puissants aujourd'hui sont aussi les plus difficiles à comprendre. On ne sait pas forcément ce qui se passe là-dedans. Je pense en particulier aux algorithmes de deep learning, des réseaux des neurones, où on n'arrive pas forcément, même les experts, à comprendre ce qui se passe au niveau des couches les plus profondes. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on interprète nos résultats? Ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas la même chose que faire une régression linéaire où on sait exactement ce que c'est que chaque paramètre, à quoi ça correspond. Et puis, il y a aussi l'aspect d'une opacité qui n'est pas intrinsèque, mais qui est voulue par toutes les applications de ces techniques qui sont dans les mains de l'industrie et qui constituent de secrets commerciaux et qui donc ne sont pas ouverts au scrutin des chercheurs qui ne peuvent pas, enfin des chercheurs ou du public si on veut, qui ne peuvent pas donc essayer d'aller plus loin si besoin. Toutes ces questions ont commencé à émerger il y a quelques années dans les débats autant scientifiques que grand public, parce que certains de ces thèmes ont été abordés dans des journaux, dans la presse, dans un sens très large. Je reprends les mots de Kate Crawford, qui a été l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme et dire attention, il faut s'interroger sur ce qu'on fait, et ce n'est pas tellement au niveau de la recherche que tout cela pose problème, mais au niveau de l'implémentation de ces techniques dans différents aspects de notre vie économique et sociale, dans l'industrie, dans l'administration publique, etc., sans que toujours les bases en fait, scientifiques et techniques soient claires. Donc le problème n'est pas que l'intelligence artificielle, ou enfin comme on veut l'appeler, les techniques actuelles, c'est pas qu'elles sont plus biaisées que des évaluateurs humains ou des sélecteurs humains, mais c'est qu'on ne les connaît pas encore aussi bien, on est en train de les mettre en place sans avoir une idée très claire de quels sont les risques et les opportunités, sans avoir un bilan très clair là-dessus. Et aussi, le constat est fait qu'il n'y a pas une approche générale pour s'attaquer à tout cela. En fait, il faut y aller au cas par cas et par un ensemble de stratégies. Donc, quelles sont les pistes qui sont en train d'être explorées aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Du point de vue de la loi, l'Union européenne, avec le RGPD, a essayé de mettre en place une forme de protection. Alors là, je parle de quelque chose sur laquelle je ne suis pas experte, je ne suis pas juriste, mais bon, il y a dans le RGPD un droit à l'explication, mais qui, selon certains, n'est pas si fort que ça. C'est plus un droit à l'information qu'autre chose. Ce serait de dire en fait que quelqu'un qui reçoit une décision le concernant et cette décision a été automatisée devrait le savoir et devrait savoir au moins, plus ou moins, quels sont les critères derrière. Donc, quelqu'un à qui on aurait refusé une aide sociale, un prêt, une montée, la prime d'assurance, etc. Et puis, il y a toute une recherche croissante en machine learning, en intelligence artificielle sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la transparence, l'équité des algorithmes, comment est-ce qu'on
quelles pourraient être les solutions pour détecter le biais lorsqu'il existe, pour voir déjà dans les données que nous utilisons s'il y a quelque chose qui manque ou qui est disproportionné, enfin une catégorie qui est disproportionnellement présente ou absente, et comment gérer tout cela. Donc il y a une littérature qui se développe là-dessus. Il y a toute une littérature sur l'explicabilité, donc justement comment on peut faire pour essayer de donner un sens aux solutions que peut nous ressortir un algorithme, notamment lorsqu'il peut avoir des conséquences importantes pour les individus concernés. Et puis, moi, je vois que toute la recherche sur la causalité comme allant également dans ce sens, c'est-à-dire que si on arrive à dire que X est la cause de Y, on risque beaucoup moins de se tromper en prenant des corrélations qui peuvent être accidentelles entre des choses comme le genre et la performance ou la couleur de la peau et le risque de commettre des crimes et ce genre de choses. C'est quelque chose qu'une analyse causale plus poussée permettrait de limiter énormément. Et puis, il y a aussi beaucoup d'actions concrètes, en fait, pour représenter davantage les minorités, avec des groupes comme Women in Machine Learning, etc. Et donc, non seulement pour, comme ça se fait dans les autres sciences, aussi aider les femmes qui entrent dans la recherche, à s'effrayer un chemin, pour suivre une carrière, etc. Mais aussi pour s'assurer que, en fait, d'une part, que les droits des femmes soient pris en compte et que la place des femmes ne disparaisse pas, y compris dans les résultats de ce qui est produit. Et puis, donc, ça va être la piste que je vais privilégier dans le reste de ma présentation. C'est plus l'aspect ouverture interdisciplinaire et prise en compte des conditions économiques et sociales qui sont derrière la création et la mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Et je ne vais pas tellement parler de la recherche là, quoique, mais surtout de la mise en place de ce type de solutions dans l'industrie, dans l'administration publique, dans la vie en fait qui impacte tout le monde. Donc, dans le temps qui me reste, je voulais justement aller voir l'aspect humain, ce qu'on appelle l'humain dans la boucle, qui se cache quelque part derrière les algorithmes, d'où ça vient et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, les cas qu'on a vus jusque-là, c'était l'humain à la fin. L'algorithme dérive d'une solution et ça affecte les candidats à un poste ou les demandeurs d'aide sociale qui reçoivent une réponse à leurs requêtes, etc. Là, j'essaie de regarder plutôt en amont qu'est-ce qui se passe, où est l'intervention humaine, au-delà de ce qui est le plus évident, qui est bien évidemment le rôle des programmeurs, des ingénieurs qui construisent les algorithmes et qui n'est pas tellement surprenant. Mais bon, là, je voudrais commencer par rappeler une étude que vous avez peut-être vue, qui est apparue le mois dernier, en fait, et qui nous disait que, en fait, sur les startups européennes qui disent faire de l'IA, en fait, il y en a presque la moitié qui ne font pas d'IA du tout. Et donc, bon, les commentaires ont été assez oui, mais c'est parce qu'on parle d'IA, mais en fait, il y a plusieurs choses derrière. Bref, en fait, il y a un problème qui est que la pression est telle, l'enthousiasme est tel que les gens s'élancent, enfin, beaucoup d'entreprises s'élancent dans le secteur sans avoir nécessairement les ressources et les compétences pour faire ce qu'elles promettent. D'ailleurs, ça nous est arrivé. Donc là, ce que je vais dire à partir de maintenant est tiré d'un projet de recherche auquel je travaille en ces moments qui s'appelle Digital Platform Labor, DeepLab. Et donc, dans ce cadre, on a fait, entre autres, des entretiens pour essayer de dégager, d'aller trouver, en fait, cet élément humain derrière l'IA. Et alors là, c'est pas vraiment, dans ce cas, c'est pas vraiment derrière l'IA, mais c'est plutôt à la place. C'est vrai que nous aussi, on a rencontré des exemples de start-up qui
en France, qui s'est vendue comme IA, mais ce n'était pas vraiment tout à fait ça. Donc ça, c'est un témoignage d'un étudiant en ingénierie qui faisait son stage auprès d'une start-up qui vendait des solutions de recommandation de tourisme de luxe pour des personnes bien... enfin, pour les personnes d'un certain niveau et revenu social. Et en fait, il se trouve qu'ils sous-traitaient tout au Madagascar et à des stagiaires non payés qui espéraient apprendre du machine learning. Et en fait, ils allaient chercher à la main des trucs qui ne les intéressaient pas trop. Au fond, tout cela, si on y réfléchit, et à la base, ce n'est pas nouveau. Même si nous, on l'a constaté récemment, mais ce n'est pas nouveau. C'est ce qui est à la base d'une création d'Amazon d'il y a déjà 14 ans, qui est Amazon Mechanical Turk, cette plateforme créée par Jeff Bezos en 2005, où il avait cette idée très simple, c'était de dire il y a plein de tâches que les machines ne savent pas faire, ou pas encore. Et du coup, des fois, ce serait beaucoup plus simple de juste les sous-traiter à des humains, leur faire, intégrer dans notre programme, et voilà. Et donc, ce qu'il crée, en fait, c'est une interface, une API qui permet d'envoyer sa commande, faire la tâche en question, et puis récupérer le résultat, l'intégrer dans son programme. Et pour un programmeur, ça ne change absolument rien, c'est toujours quelques lignes de code, un call au système, et voilà. Et c'est intéressant que le truc, vous connaissez l'histoire du turc mécanique, donc en fait, ça n'a rien à voir avec la Turquie, hein, déjà. En fait, c'était un soi-disant automate diffusé au XVIIIe siècle, qui jouait aux échecs et qui apparemment gagnait, il a joué avec Napoléon, avec plein de gens connus, et il gagnait toujours. Et en fait, c'était un faux, c'était une arnaque. Derrière, il y avait un petit humain caché qui jouait aux échecs à la main. Et l'idée d'Amazon a été de reprendre cette idée et d'appeler sa plateforme avec son nom en la sous-titrant Artificial Intelligence, de l'IA artificielle en fait. Bon, là vous direz, ok, mais là c'est pour des choses qu'on ne sait pas faire, ça s'améliorera, ça va venir, c'est vrai. Mais au-delà de justement cet effet de remplacement qu'on peut penser provisoire, temporaire, il y a des vrais besoins. Et je parle là des besoins de préparation des données pour le traitement algorithmique. On a vu que justement tout à l'heure que certains des problèmes des biais étaient dus à des données insuffisantes, pas assez diversifiées et tout cela. Donc du coup, pour qu'un algorithme marche comme il faut qu'il se base sur des bonnes données. Et donc, il est fondamental, on peut les récupérer peut-être du web, mais il est fondamental que ces données aient les bons labels, les bonnes annotations pour qu'après l'algorithme puisse apprendre. Là, cette image est tirée d'un service qui s'appelle Figure 8, qui propose justement des formes de Human in the Loop. Donc, vous êtes une entreprise, vous avez des données texte, vidéo, audio, machin, tout ça, et vous voulez les mettre en forme, que ce ne soit pas organisé n'importe comment. Vous les passez à leur service qui mobilise des humains pour les annoter, et vous vous retrouvez avec des jolies données bien mises en forme, bien propres, bien prêtes pour l'analyse comme il vous faut. Un exemple de... Pardon, je vais remonter en arrière. Un exemple d'annotation est ImageNet, au moment où il a été créé un peu avant 2010, où l'idée était justement, mettons à disposition une bonne base de données images visuelles pour le développement de la computer vision. Et en fait, la créatrice s'est appuyée sur Mechanical Turk pour faire annoter ces images. Et elle a pu constituer une base de données très riche et très grande. Maintenant, ça fait plus de 14 millions d'images qui apparemment ont été annotées par plus de 104 000 Turkers, c'est-à-dire des travailleurs de Mechanical Turk. Et on sait que c'est justement un dataset qui a beaucoup servi au développement
de l'IA, notamment dans le secteur, enfin dans le domaine de la computer vision. Des fois, les humains servent non pas seulement à annoter des données qui existeraient déjà, mais à les générer quand les données n'existent pas. Et je prends un exemple, la construction des assistants, la mise en place d'assistants vocaux. Ils vont avoir besoin, pour entraîner l'algorithme, ils vont avoir besoin de beaucoup d'exemples de différentes tons et timbres de voix, de différentes manières de poser une question ou de dire quelque chose pour pouvoir apprendre à reconnaître la même requête. Je ne sais pas quel temps il fait aujourd'hui ou appelle-moi, enfin commande-moi une pizza, je ne sais pas. Et donc ils ont besoin d'enregistrements très larges, d'exemples de phrases avec différents types de voix, différents contextes, avec du bruit derrière, sans bruit, etc. Et donc là, justement, il faut avoir recours à des humains qui font ça. Donc ça, c'est un post de Medium où quelqu'un raconte comment, en 4 heures, il a créé une base de données son, en ce sens-là. Nous, on a interviewé quelqu'un qui faisait ça en France, parce qu'en plus, justement, ça, c'est quelque chose pour laquelle il faut avoir bien tous les accents locaux et toutes les langues. Et donc, en fait, dans n'importe quel pays, vous trouvez un besoin de recruter des locaux pour faire ce type d'enregistrement. Et puis, bon, ces besoins interviennent non seulement très en amont, donc créer les données et les annoter pour préparer la construction d'algorithmes, mais aussi un peu plus tard quand il s'agit de vérifier la qualité et éventuellement corriger. Donc on a interviewé quelqu'un, une Française, qui faisait ce type d'exercice, c'était toujours pour un assistant vocal, et en commerce, donc ce n'est pas quelque chose qui était au stade des prototypes, c'est quelque chose de même largement vendu. Et donc, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle réécoutait des enregistrements faits par l'assistant vocal, elle comparait avec la transcription automatique qui avait été faite par l'algorithme, et elle devait corriger si jamais il y avait un décalage. Donc là, on a un exemple, je ne sais pas si c'est lisible là au fond, peut-être pas tellement, mais enfin, c'était un cas même assez rigolo où l'assistant vocal avait compris qu'il s'agissait de quelque chose de se suicider, et en fait, en corrigeant à la main, ce n'était pas du tout ça, c'était un truc tout à fait banal de vie de tous les jours, d'appeler quelqu'un, etc. Et donc, c'est le travail qu'elle faisait à longueur de journée. Et alors, on peut penser tout de suite déjà que là, il peut y avoir des sources de biais aussi, parce que annoter les données, ça en augmente la qualité, mais après, qui décide des labels qui sont apposés aux images, si on n'est pas forcément, si c'est pas clair quel va être le bon label, comment on se met d'accord, comment on juge de la qualité, par combien de personnes on fait recontrôler le travail de chacun pour que ce soit validé, quelles sont les voix qui vont être enregistrées. Il y a eu un cas récemment, c'est encore un papier assez récent, comme quoi, je ne sais plus quel assistant vocal ne reconnaissait pas certains types d'accents et des voix, notamment des minorités ethniques. C'était aux États-Unis, pas en France, mais en France, ça pourrait arriver n'importe où. Et puis, bon, les conversations de qui sont écoutées et par qui, parce que, bon, le fait qu'il y ait des humains qui vérifient les transcriptions, ça veut dire qu'ils écoutent aussi les originaux et que donc, ça ne reste pas simplement dans la mémoire d'un ordinateur. Comment tout cela se passe ? En fait, on appelle cet apport humain du micro-travail. Ce n'est pas moi et vous qui faisons cela à longueur de journée. En fait, la façon dont ça fonctionne est que des gros batchs, donc une grosse base de données qui serait annotée par exemple, tout est fractionné dans des toutes petites tâches comme celle-là. Est-ce qu'il y a une cerise là-dedans? Et la tâche consiste, le travail humain consiste à dire oui, non. Et donc, c'est des petites choses que les gens qui passent par des plateformes, qui sont exécutées par des gens à la maison, en général, derrière un écran d'ordinateur ou de mobile, qui sont payés très peu. Donc, les rémunérations, ça peut être quelques centimes. Hein, là, c'est 30 centimes de dollars.
et pour un compte total qui peut être pas grand-chose. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a accumulé 5 euros. Et ça fonctionne par des plateformes, donc ce n'est pas des emplois salariés, mais ce sont des plateformes à la demande, un peu comme Uber ou Deliveroo, mais c'est juste pour des tâches qui sont beaucoup plus petites et que les travailleurs peuvent faire à la maison, n'importe où, sans besoin de se déplacer avec leur véhicule. Donc ça, c'est juste les pages web des deux plateformes, une française qui est Full Factory et une internationale qui est Microworkers. Et je les ai choisis pour les montrer parce que toutes les deux montrent le nombre de leurs inscrits, 50 000 Full Factory et 1 200 000 et quelques Microworkers. Après, il y en a beaucoup, ça c'est juste les paysages en France. Je n'ai même pas vérifié si c'est complet, mais enfin, il y a une bonne 25 et quelques qui opèrent en France. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est justement d'avoir un recours à la foule, c'est-à-dire de pouvoir faire le boulot en un temps finalement très court, parce qu'en le fragmentant en des toutes petites tâches, on peut solliciter beaucoup de monde. Donc ça, cette slide-là, elle est prise d'une présentation de la créatrice d'ImageNet, qui justement, quand elle découvre, dans son cas Mechanical Turk, pour faire exécuter son travail d'annotation des images, c'est ce qui l'a fait vraiment passer à l'échelle. Elle avait commencé au début par payer ses étudiants pour annoter les images, mais elle trouvait que ça allait prendre 19 ans de travail et qu'aucun étudiant n'aurait envie de passer 19 ans à marquer chat et chien sur des photos. Mais par contre, en le passant à Mechanical Turk, elle a pu mobiliser apparemment 50 000 personnes, le N là, et donc finalement ce temps a été réduit considérablement et le truc a pu être prêt assez vite. Donc le micro-travail, finalement, c'est quelque chose qui est entre, si vous voulez, ça ressemble un peu à conduire pour Uber, ça ressemble un peu à faire du freelancing en ligne, mais c'est juste que les tâches, elles sont beaucoup plus petites, généralement pas très qualifiées, parce que justement, il s'agit de marquer chien et chat, et il s'agit parfois de traduire des petits bouts de texte, d'enregistrer sa voix, de faire des courtes traductions. Parfois de modérer des contenus, filtrer est-ce que ceci est de la pornographie ou pas, est-ce que ceci est contenu adulte ou pas, etc. Donc c'est ce genre de choses au milieu entre les deux. Et puis, bon, cet avantage de la flexibilité, si vous voulez, c'est quelque chose qui est à double tranchant. Donc ça, là, j'ai repris une phrase un peu cynique du cofondateur de Figure 8, qui est une de ces plateformes spécialisées IA, qui dit justement, before the internet, it would be really difficult to find someone, sit them down for 10 minutes and get them to work for you, and then fire them after those 10 minutes. But with technology, you can actually find them, pay them the tiny amount of money, and then get rid of them when you don't need them anymore. Bon, je ne commente pas, voilà. Et donc, on peut se dire, et là j'arrive vers la conclusion de mon exposé, on peut se demander quand même si au-delà des types de sélection et éventuellement des discriminations qui peuvent arriver en aval, donc toutes les questions des biais dont on a parlé au début, il y a aussi quelque chose de ce côté-là, parce que, en fait, qui est-ce qui fait ce travail, qui est faiblement rémunéré, qui est sujet à beaucoup d'incertitudes sur la demande, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des tâches aujourd'hui qui sont disponibles aujourd'hui, pour combien de temps et pour quelle rémunération, c'est une incertitude au jour le jour. Ce sont des tâches qui ne sont certainement pas challenging et généralement peu qualifiées. Donc, qui sont ces personnes et est-ce que le fait d'avoir recours aussi massif à ces populations-là n'est pas en train de créer de nouvelles inégalités ou peut-être de renforcer des inégalités existantes. Donc, je ne sais plus combien de temps il me reste. Ok, d'accord, bon, c'est bon.
Et alors, je voulais dire d'abord une chose sur qui sont ces personnes au niveau international, si on prend l'échelle globale, et puis dire quelque chose sur la France quand même. Au niveau international, on retrouve une division du travail qui est assez, enfin, pas très surprenante, on va dire. Donc ça, c'est tiré d'un papier d'un groupe de chercheurs de Oxford qui travaillent sur ce thème. Ils étudient une plateforme qui s'appelait Odesk, ça a changé entre-temps. Maintenant, elle est un peu plus sur le freelancing qualifié que sur le micro-travail. Mais en fait, cela montre que donc les couleurs dans chaque cercle, la couleur claire de l'extérieur, c'est travail pour un employeur local, la couleur foncée pour un employeur étranger, et puis donc la couleur à l'intérieur, ça représente le coût du travail médian dans le pays en question, et la taille des cercles, c'est la taille en fait des flux mensuels, et donc on voit bien qu'il y a une très forte demande qui vient, il y a un peu d'offre aussi, mais surtout une très forte demande qui vient des États-Unis et un peu quand même des pays européens, et une offre très importante qui vient des Landes, des Philippines, du Bangladesh, de la Chine, de la Russie, de l'Ukraine. Donc au niveau international, on retrouve des flux qui étaient un peu, enfin, qui sont un peu connus. Qui sont les micro-travailleurs en France? Et donc là, je vais dire quelque chose, mais très rapidement, dans un sens très descriptif sur les résultats tirés des résultats de l'enquête par questionnaire qu'on a fait l'année dernière sur les micro-travailleurs français, pour aller découvrir en fait qui sont les personnes qui ici font ce type d'activité. Et donc, on trouve que il y a une légère majorité des femmes. Donc là, c'est les résultats de notre enquête. Donc en rouge, c'est les femmes et en bleu, c'est les hommes, comparés avec la population générale, donc les données INSEE, qui évidemment montrent une certaine parité nécessairement. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est des gens qui sont même pas très jeunes et pas très âgés, mais qui sont vraiment en âge de travailler en général. La grande majorité, ils sont âgés entre 25 et 44 ans. Et surtout, je passe sur la sociodémographie parce que ce n'est pas nécessairement le plus intéressant. On a une surreprésentation d'étudiants et une sous-représentation de retraités parmi les micro-travailleurs par rapport à la population générale, mais surtout, ce qui nous a assez frappé, c'est le nombre, enfin la proportion qui n'ont pas d'activité professionnelle, à part évidemment faire la reconnaissance d'images à la main sur les plateformes, qui donc fait penser que est-ce qu'il s'agit là d'une population qui est dans une situation plus précarisée que d'autres. Ce que confirment ces autres données. Donc là, nous avons repris la définition des catégories populaires, moyennes et supérieures de l'Observatoire des inégalités français, qui donc prend comme classe populaire, c'est en fait le 30% des revenus les plus faibles en France. Donc bon, c'est une définition, si vous voulez, assez partielle, hein, qui prend en compte que le revenu et pas d'autres facteurs qui peuvent jouer. Mais déjà, c'est bon, c'est un indicateur. Et donc, par définition, sur toute la France, il y a 30% des gens qui font partie de cette catégorie. En fait, nous, on a un peu plus de la moitié des micro-travailleurs que nous avons étudiés qui se trouvent dans cette même catégorie. Si on prend un autre indicateur qui est le seuil de pauvreté, défini comme 50% du revenu médian, et ben, en fait, on a presque un quart des micro-travailleurs qui se retrouvent là, contre 8% de la population française générale. Ce qui confirme en fait l'impression générale d'un contexte de précarité et d'un recours aux plateformes aux plateformes de micro-travail pour justement essayer autant que possible d'y remédier. Et là, donc c'est la dernière
le dernier graphique que je vais montrer, on leur avait posé la question pourquoi vous faites l'activité que vous faites, pourquoi vous micro-travaillez, et on leur avait demandé d'indiquer 3 réponses parmi une liste en ordre d'importance. Et donc, en fait, la très grande majorité a choisi comme première ou comme deuxième ou troisième réponse, j'ai besoin d'argent. D'autres réponses qu'on a incluses parce que ça fait un peu partie de la rhétorique des plateformes. Si vous allez regarder leur page, ils vous disent bah, c'est un peu comme un loisir, c'est comme faire des petits jeux, c'est pour monétiser votre temps libre, vous vous occupez quand vous n'avez rien d'autre à faire. Mais en fait, ce sont des choses beaucoup moins choisies. La deuxième réponse la plus choisie, qui est j'ai la flexibilité de mes horaires. En fait, là je ne l'ai pas mis, mais en réalité, elle est très majoritairement choisie par des femmes qui, dans notre échantillon, qui notamment ont des responsabilités des familles. Donc le choix des horaires, ce n'est pas pour se donner du loisir, mais c'est parce qu'on a des contraintes par ailleurs. Et donc j'arrive à mes conclusions. Si on reprend la question de la sélection, et qu'est-ce qu'il y a, les big data, le machine learning font à la sélection sociale, c'est quelque chose qu'on a vu pour toucher différentes catégories de personnes à différents stades de production et de déploiement, d'implémentation de l'IA. Elle s'opère en amont et en aval. Elle n'est pas nécessairement reconnue comme telle à chaque fois. Donc, tout ce qui est le biais algorithmique très en aval, ça commence à être beaucoup discuté. Il commence à y avoir des actions là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Il y a des réalités beaucoup plus cachées et qui exigent une réflexion importante sur comment pouvons-nous faire pour faire profiter notre société au mieux des bienfaits de l'IA, mais de manière qui soit inclusive, égalitaire, cohérente en tout cas avec nos valeurs. Et puis je conclus avec, moi aussi je me fais un peu de pub, donc on organise sur la question du microtravail une journée à France Stratégie qui est un des financeurs de notre projet le 13 juin prochain. Elle est ouverte, donc tout le monde est bienvenu, il faut s'inscrire en ligne, mais le lien est parti aujourd'hui, donc je vous le donnerai si vous êtes intéressé. Et puis le lendemain, le 14, on continue, c'est toujours à France Stratégie, mais ça va être pour un public un peu plus restreint de chercheurs. Là aussi, tout le monde est bienvenu pour un workshop recherche dans le cadre d'une tentative de former une initiative internationale de lien entre les chercheurs intéressés à ces questions. Donc voilà, tout le monde est bienvenu et merci pour votre attention.